le cercle RH et un grand entretien pour découvrir le nouveau président de Diversidays. Alors, on va vous expliquer évidemment l'objet de cette association, son combat d'ailleurs pour être précis. Nouveau président qu'on accueille, Nadim Ben Lalaom. Merci d'être avec nous, nommé président en janvier dernier. Tout à fait. Merci d'être là, d'abord parce que Diversidays vient régulièrement sur notre plateau s'exprimer sur ses engagements sur l'égalité des chances. D'abord, on a envie d'en savoir un peu plus sur vous parce que vous êtes président bénévole, oui. L'un des premiers bénévoles, me semble-t-il, de Diversidays, puis vous avez gravi les marches pour devenir président. Un parcours assez intéressant parce que vous êtes l'incarnation, vous, de l'école de la République, partie des quartiers périphériques, pour ensuite avoir des postes au Quai d'Orsay, au ministère de l'écologie, en passant par Sciences Po. Et j'ai lu en préparant l'émission qu'à l'époque, quand vous étiez à Sciences Po, grâce à cette formule qui permettait à des jeunes issus des quartiers de pouvoir aller à Sciences Po... Je dirais même un concours. Et en concours, c'est-à-dire que vous n'étiez pas choisi. Voilà. Pas une formule magique. On est d'accord. Voilà, on vous a dit, lui là, il pique la place des vrais mecs qui devraient aller à Sciences Po. Je trouve ça totalement dingue. Ouais, effectivement, je suis arrivé à Sciences Po en 2011, le concours de la Convention d'éducation prioritaire, donc ce concours qui permettait à des jeunes issus de quartiers populaires de rentrer à Sciences Po en étant évalués, et ça, ce qui est assez intéressant, c'est en étant évalués sur des critères différents, mais tout aussi sélectifs. Je suis quand même arrivé en première année avec effectivement des personnes dans ma classe qui me disaient, et c'était quand même une minorité, mais ils étaient encore là. Mais vous le disiez directement ? Ils me disaient directement, on était plusieurs à venir de convention d'éducation prioritaire, on était 4 dans ma classe, et ils me disaient, tu as volé ta place. Et en fait, c'est assez intéressant parce que c'est un fantasme, et c'est pour ça que je reprécise le contour de cette sélection. Le CEP, parce que en fait, il y a tout un fantasme où les personnes autour de nous pensaient qu'on avait été sélectionnés sur dossier. Et donc, du coup, qu'on avait eu un avantage et qu'on n'avait pas dû passer ce grand concours à 10 000 candidats pour 1000 places. Mais finalement, moi, ma procédure de sélection, le taux d'admissibilité, le taux d'admission était de 8%. Donc, il y a une sélection qui est tout aussi drastique, mais qui évalue sur des critères différents. L'égalité des chances, c'est quelque chose que vous portez en vous, et on va en parler à travers Diversidays, à travers les initiatives Déclic numérique, parce que ensuite votre parcours professionnel, c'est dans le numérique, c'est vraiment dans des incubateurs, c'est de travailler autour de la tech. Exactement. Qu'est-ce que ça dit et qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes là qui sont de l'autre côté du périph', qui ont plein de talent et qui ont un mal fou finalement à trouver non pas que le sens à leur vie, mais de trouver simplement la bonne porte pour aller là où ils doivent aller. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? J'ai envie de leur dire que moi, j'ai découvert le numérique un peu par hasard. Au départ, c'est pas des métiers en grandissant en quartier populaire, mais comme les jeunes qui grandissent en zone rurale, c'est pas des métiers qu'on vient nous présenter. Donc aujourd'hui, peut-être que ça a changé au niveau des conseillers d'orientation, mais au départ, on nous présentait pas le numérique ni comme une opportunité d'emploi, ni comme une opportunité d'emploi rémunérateur, ni comme une opportunité d'épanouissement personnel. Il y avait des peurs, quand même. Il y avait des peurs. C'est un secteur qui a changé énormément de métiers. C'est un secteur qui a évolué très rapidement. Sauf que la manière dont le métier a évolué versus la manière dont on est allé le présenter, il y a eu une forme de dissension. C'est-à-dire peut-être que les conseillers d'orientation de l'époque, voire même Pôle emploi, à l'époque, n'avaient pas pris la mesure de la chose. Et c'est aussi pour ça, et c'est aussi notre rôle en tant qu'association, et c'est pour ça que d'ailleurs sur Déclic numérique que vous mentionniez, on est partenaire avec Pôle emploi, parce que notre rôle d'association, c'est aussi de s'assurer qu'on puisse être au plus proche de bénéficiaires, donc au plus proche des publics qu'on connaît. Surtout que la plupart des personnes de l'association sont issues de ces publics, et c'est aussi mon cas. Donc, qui mieux que des premiers concernés pour savoir comment aborder la question du numérique. Donc, j'ai envie de leur dire à ces jeunes, il y a 80 000 emplois non pourvus. C'est un chiffre de 2019 de Pôle emploi par an dans le numérique. Donc, il y a des emplois. Des formations, il en existe. Il y a beaucoup de formations qui sont onéreuses. Nous, le principe avec Déclic numérique, c'est justement de leur donner une première sensibilisation au métier et à certaines compétences pour ensuite les pousser vers des formations gratuites. Donc, il existe des formations gratuites. Et derrière, c'est énormément d'emplois qui bougent beaucoup. Donc la possibilité de s'épanouir, d'évoluer et des emplois rémunérateurs, parce que c'est aussi un critère. Nadim Ben Lalaom, c'est la question du faire savoir qui est important. C'est la question du faire savoir. Ça existe, mais ils ne le savent pas. Voilà, il y a la question du faire savoir, ça c'est la première étape, et il y a la question de l'accompagnement. Parce que si on se contente juste de les sensibiliser et de leur dire débrouillez-vous pour trouver la bonne porte,
ou trouver la bonne formation, potentiellement ils vont se perdre dans toutes ces formations qui sont... Il y a énormément, c'est un business aujourd'hui la formation dans le numérique, donc il y a énormément de formations qui coûtent 10 000 € par an, qu'on se dise les choses. Donc nous, notre rôle, c'est aussi de les aider à trouver les bonnes portes, les bons partenaires. Et après, derrière, on doit aller convaincre les entreprises, et ça, c'est un pan essentiel, convaincre les entreprises que des jeunes ou des moins jeunes en reconversion ou qui n'ont pas forcément des diplômes qu'on attend peuvent rentrer dans ces entreprises et que ces entreprises les accueillent. Juste un mot parenthèse, parce qu'on est quand même dans un contexte évidemment tendu autour des retraites. Et, Bien sûr. et vous l'avez noté, j'en suis sûr, dans les cortèges de jeunes qui ont pris le mouvement il y a une semaine, les premiers articles de presse indiquaient qu'il n'y avait pas de jeunes, et ça a été d'ailleurs un début de polémique, pas de jeunes ici des quartiers. Voilà. J'ai trouvé que cette remarque était intéressante, on pouvait la lire de deux manières. Moi, je la regarde comme des jeunes des quartiers qui, finalement, sont plus tournés dans l'idée de créer leur boîte et trouver un sens à leur vie que d'aller descendre dans la rue manifester. Est-ce que c'est votre analyse ? Est-ce qu'ils se sentent moins concernés que ces jeunes, je dirais, des beaux quartiers ? Comment vous regardez ce sujet-là ? Alors, déjà, moi, je trouve que la notion, on l'utilise sans cesse, cette notion de jeunes des quartiers. Mais aujourd'hui, les quartiers, déjà, c'est un flou. C'est comme si je vous disais les gens. Les gens. Finalement, c'est ces espèces de masses floues qu'on continue d'utiliser. Et aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de savoir, quand on se balade dans un cortège, si une personne vient d'un quartier populaire ou non ? Finalement, non. Aujourd'hui, les quartiers populaires, c'est aussi des quartiers qui sont très mixtes socialement. Vous entendez le regard que portaient les journalistes sur la couleur de peau, sur l'attitude. C'est ça dont il était question. J'entends ce regard et en même temps, le point fondamental, c'est finalement, il faut avoir la possibilité de faire grève. Ça, c'est, je pense, le premier point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est sur des emplois plus précaires, moins protégés, qu'on n'est pas cadre, on a forcément... Moi, par exemple, si je vais faire grève aujourd'hui, j'ai aucun souci financièrement à avoir un congé sans solde d'une journée. Et après, derrière, de ne pas perdre mon emploi. Sauf que potentiellement, c'est pas la même réalité. Ces jeunes issus des banlieues, puisqu'on a vu parfois la banlieue arriver sur Paris et manifester, et on les a entendus, ils n'étaient pas là. Ça dit quelque chose quand même. Oui, non, mais en fait, pour moi, la première chose que ça dit, c'est qu'on est dans un contexte économique de crise, où potentiellement, on est sur une crise où le marché de l'emploi est très compliqué, où on a une inflation qui est énorme, et donc potentiellement, la première priorité, c'est de vivre, effectivement. Et de se nourrir. Et de se nourrir, et donc, je peux comprendre que la question de la grève, et notamment la retraite, qui est un sujet qui peut paraître lointain, notamment pour les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé à se mobiliser dernièrement, mais c'est pas évident finalement quand on est jeune et qu'on n'a pas forcément son premier emploi, de se dire je vais aller manifester sur la question des grèves. On peut le comprendre. Tournons-nous vers au-delà de ce débat des retraites qui évidemment est au cœur de l'actualité. Il y a votre actualité, on l'évoquait, déclic numérique avec Pôle emploi, puis de beaux événements. Diversité, association nationale d'égalité des chances créée en 2017, elle fête ses 5 ans et vous en êtes le président. C'est quoi les actions clés et que vous avez décidé de porter, vous le président ? Quels sont les axes sur lesquels vous dites c'est vraiment là-dessus qu'on doit vraiment travailler ? Oui. Alors pour rappel, Diversité, on accompagne 3 publics. Le premier public, c'est les entrepreneurs. Pourquoi les entrepreneurs ? Aujourd'hui, on le voit bien. Si on regarde le classement du Next 40, donc c'est 40 startups les plus prolifiques, celles qui ont la possibilité de devenir des licornes, donc des super startups avec des gros financements, 1 milliard pour la licorne. Aujourd'hui, on le voit, il y a une femme qui est dirigeante dans ce Next 40, donc dans ce lot de 40 startups. Si on regarde les personnes issues de la diversité, est-ce qu'on voit des personnes en situation de handicap visibles ? Pas forcément. Est-ce qu'on voit des personnes issues de quartiers prioritaires de la ville ? Pas forcément. Est-ce qu'on voit des personnes issues de diverses ethnicités, on va dire, diverses origines ? Non plus. Et un des problèmes qu'on voit, notamment dans les personnes qu'on a accompagnées, via notre programme, le Leadership Programme, c'est que même les talents qu'on a accompagnés, qui ont des startups, qui ont réussi à intégrer l'écosystème, notamment à Station F, cette Silicon Valley à la française, aujourd'hui on voit qu'ils ont quand même des difficultés à lever des fonds. C'est-à-dire qu'on a... J'ai un exemple très concret. Il y a des a priori, il y a des regards, il y a des... Je pense qu'il y a un besoin de formation des VC et aujourd'hui des personnes qui financent parce qu'il y a des potentiels objets de discrimination qui sont difficiles à flécher ou à prouver. À prouver, bien sûr. Mais en tout cas, moi, la réalité, c'est que j'ai parlé à un des entrepreneurs qu'on a accompagné avec l'association. Il donnait une formation pour notre nouveau programme du Leadership Programme à Saint-Ouen et il nous disait que sa start-up, qui était dans la formation et l'éducation pour les jeunes à apprendre l'anglais via la réalité virtuelle, était profitable, avait un chiffre d'affaires, avait des bénéfices dès la première année,
il était classé dans les meilleures applications de l'Apple Store. Il a mis 4 ans à lever des fonds. À côté, on a des... Attendez, juste pour rester un instant là-dessus, c'est-à-dire que cette personne issue de l'immigration est allée évidemment faire son pitch devant des gens qui étaient censés lui donner de l'argent et il n'a pas réussi à lever. Qu'est-ce qu'il en a tiré? Il a eu le sentiment qu'il avait été discriminé, qu'il n'avait pas trouvé il n'avait pas les bons codes pour aller chercher l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas cette rencontre? Ouais, en fait, je vais pas forcément parler à sa place, mais en tout cas, dans la discussion qu'on a eue, moi, ce que j'ai compris, c'est que on avait des financeurs qui potentiellement ne l'évaluaient pas au même niveau que d'autres jeunes qui venaient de grandes écoles, qui arrivaient avec un prototype papier pour qu'on voit la différence, c'est-à-dire un concept qui n'est même pas sorti, qui n'a rien prouvé et qui arrivait à lever des fonds. Donc je pense alors qu'il y a que lui avait un chiffre d'affaires. Alors que lui avait un chiffre d'affaires avec 4 ans d'existence, mais il venait, il y avait une différence d'origine sociale. Il avait eu différents emplois à la débrouille. Il avait été éboueur, il avait été. Il n'avait pas les codes, il rentrait pas dans les codes. Il avait commencé à rentrer dedans parce qu'en tout cas, on l'avait aidé à intégrer cet écosystème. Et c'est quelqu'un qui est talentueux. Moi, ce que je veux dire sur le sujet des entrepreneurs, c'est qu'aujourd'hui, on a plein d'entrepreneurs, notamment qui se lancent dans le numérique, qui sont talentueux, clairement, qui viennent de zones rurales, qui viennent de quartiers prioritaires de la ville, qui sont peut-être des seniors ou des personnes issues de la diversité, mais qui ont du mal à faire leur place. On était sur le premier volet, mais restons-y, parce qu'il y en a encore 2 autres dans vos publics et les personnes que vous accompagnez. Donc votre boulot, là, de président, c'est aussi en personne inspirante. D'ailleurs, j'ai lu, en préparant là, l'émission pour vous découvrir, que vous aviez manqué, vous aussi, de personnes inspirantes, que vous étiez un petit peu livré à vous-même. Et que c'est très important d'avoir des personnes inspirantes. C'est important aussi, ça. Je pense que c'est la clé. Je regardais dernièrement des vidéos, des interviews où on avait différents rôles modèles qui nous parlaient de... C'était Viola Davis, pour le coup, l'actrice noire américaine, qui nous disait que le rôle des rôles modèles, c'est de rendre tangibles nos rêves. Et ça m'a beaucoup parlé parce que finalement, on peut avoir des rêves, des fantasmes, on peut se créer sa propre vision de la réussite. Et moi, je pense que c'est aussi ce que j'ai dû faire comme chemin, parce que j'avais des parents qui avaient... Aucun de mes 2 parents n'avait le bac. Donc forcément, ils n'avaient pas forcément la connaissance du système éducatif qui les permettait de me pousser dans la bonne direction. Donc finalement, j'ai fait mes propres recherches. Mais tout ça, c'est très fictif. Quand j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'atelier Sciences Po de mon lycée, qu'on me l'a proposé dans le cadre des conventions d'éducation prioritaire, c'était encore un rêve très grand, qui était très grand et inaccessible pour moi. Genre inaccessible, en tout cas. Et je continue de coacher et d'accompagner des lycéens et de lycéennes de quartiers prioritaires de la ville. Et une de mes lycéennes me disait, mais en fait, Sciences Po, ce n'est pas pour moi. Et on clairement, est 20 ans après la création de la convention d'éducation prioritaire. Donc on voit que les rôles modèles, c'est... Cette phrase, en fait, c'est de rendre tangibles des rêves pour des individus qui n'osent pas se projeter. Leur dire, c'est possible. Leur dire, c'est possible. Quand même, l'Olympia, parce que c'est intéressant aussi l'idée d'aller à l'Olympia, qui est quand même le temple de tous les artistes et du monde parisien, finalement, de la nuit parisienne, Diversity Days, et vous étiez là-bas. Oui. Ça aussi, c'est des symboles forts. Pour dire à ces jeunes, regarde, on est à l'Olympia. Bien sûr, c'est des symboles forts, d'autant plus que derrière, il faut faire l'effort, et ça, il ne faut pas l'oublier, d'aller chercher ces jeunes pour qu'ils viennent à cet événement. Et ça, c'est un travail qu'on a fait. Moi, je me souviens, ça m'a beaucoup touché. Mes parents sont venus à l'événement. Ça fait 4 ans que je suis un peu plus de 4 ans que je suis dans l'association. Ils n'avaient jamais eu l'occasion de venir découvrir qu'est-ce qu'on faisait au sein de Diversity Days. C'est ça. Et ce que j'allais dire sur l'Olympia, c'est que ce qui est hyper important avec l'association, ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer que sur des questions qui sont très professionnelles, très liées à l'emploi, très liées à la candidature et à la formation, il faut aussi en faire un événement festif, un événement inspirant. Et un événement où, en fait, on en fait une fête de la diversité. Puisqu'aujourd'hui, la diversité, ça devrait être une fête au cœur de Paris. Et c'est un symbole, le cœur de Paris. Pour certains jeunes, Paris, c'est loin. Sûr. Et exactement, et moi je l'ai vécu cette barrière du périphérique, et c'est pour ça qu'on a besoin de ces associations pour aller prendre la main des jeunes et pour leur dire dépassons, en fait il y a le symbole autour de la barrière du périph', il faut juste être accompagné, avoir les bonnes personnes, et je vois les photos qui passent, et effectivement l'Olympia c'est un défi qu'on s'était lancé. C'est la classe. En un temps record, et on veut aller encore plus loin. Un mot avant de nous quitter, même plusieurs, l'enjeu tech, vous l'avez évoqué, pas besoin d'être formé pour engager une formation. Très concrètement, Diversity Days est sur le terrain. Elle a des capteurs et vous êtes au contact. Est-ce que vous réussissez votre pari? Parce que j'ai vu que 2023, pour vous, c'était le défi tech pour faire flécher le maximum de personnes, parce qu'on cherche du monde. Bien sûr. Comment vous faites concrètement? Concrètement, sur la question des demandeurs d'emploi, aujourd'hui, on a des demandeurs d'emploi qui ont besoin d'accompagnement. Pôle emploi leur fournit un accompagnement, nous, on a besoin d'un accompagnement complémentaire de terrain. Avec des clics numériques, on s'appuie sur le partenariat avec Pôle emploi pour
inviter un maximum de demandeurs d'emploi à une première conférence inspirante dont on a le secret, où on va justement leur présenter des rôles modèles, des personnes qui leur ressemblent et qui se sont reconverties dans les métiers du numérique avec succès. Et derrière, on va les accompagner, on va les sensibiliser aux métiers du numérique, on va leur apprendre des premières compétences, puis les diriger vers des formations. D'ailleurs, le prochain programme Déclic numérique est ouvert jusqu'au 3 avril. Je vous invite à vous y inscrire si vous vous sentez concerné par ce sujet. Vous êtes un demandeur d'emploi, une demandeuse d'emploi et vous posez des questions sur votre avenir. Potentiellement, le numérique, c'est quelque chose qui vous intrigue. On s'inscrit sur la plateforme Diversity Days. Alors, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme, sur le site Diversity Days ou sur déclic-numérique.com. Et là, on enclenche ce que vous évoquez, c'est-à-dire un processus pas à pas, la conférence, et j'imagine ensuite qu'il y a une prise en charge, un accompagnement mené par vos équipes. C'est ça. En fait, pendant 2 semaines, vous avez l'occasion de découvrir les métiers du numérique. Vous pouvez choisir, en fait, c'est un format à la carte. Vous avez un certain nombre de sessions de formation en visioconférence. On peut goûter, quoi. Voilà, c'est complètement en digital et vous pouvez aller sur place. La plateforme, elle est très simple et surtout, nos équipes vous accompagnent pour s'assurer que vous n'ayez aucune difficulté. Est-ce que vous considérez, avant de nous quitter, que vous êtes devenu, vous, finalement, vous qui avez été un peu seul sur le chemin, vous êtes devenu, vous aussi, une personne inspirante ? Parce que quelque part, il y a de ça chez vous, de dire je veux rendre aussi ce qu'on m'a donné ou ce qu'on m'a peut-être pas donné et je voudrais aussi pouvoir l'apporter aux autres. Alors je ne sais pas si je suis une personne inspirante, en tout cas effectivement c'est la réflexion que je me suis faite, je me suis dit j'ai besoin de rendre l'appareil. Moi j'ai moi-même été accompagné par des dispositifs d'égalité des chances, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de mentors autour de moi et Anthony d'ailleurs, le cofondateur de Diversity Days en a été un et en est toujours un aujourd'hui. Anthony Babkin. Il faut le saluer. Exactement, qui est un habitué de l'émission et pour moi, ça a été important de trouver ces mentors et à mon tour, je veux être un mentor et je le suis à travers différentes associations. Mais derrière aussi, le message que j'essaye de passer, c'est que c'est possible, c'est pas évident. N'évangélisons pas ou ne simplifions pas c'est un parcours semé d'embûches. C'est un parcours semé d'embûches, c'est un parcours qui est compliqué, mais c'est un parcours qui vaut le coup. Et nous, on essaye de vous en montrer les opportunités potentielles et de vous guider sur le bon chemin. Enfin, je retiens quand même qu'il y a un désir d'entrepreneuriat dans les quartiers. Ces jeunes veulent monter leur boîte, ils ont du talent. Et ils le font déjà, en fait. C'est-à-dire qu'on parle peu des micro-entrepreneurs, mais aujourd'hui, dans les quartiers, quand on regardait les chiffres, il y a énormément de micro-entrepreneurs. Et d'ailleurs, ce que je trouve très intéressant, c'est la raison pour laquelle ils entreprennent. C'est aussi un espace de liberté pour eux qui leur permettent de ne pas avoir de patron, de ne pas avoir de contraintes et de créer leur propre business. Et puis peut-être, pour conclure, d'échapper à certains regards. D'échapper à certains regards, effectivement. Ils sont libres. Peut-être un chiffre clé pour terminer. Aujourd'hui, on a la moitié de la population qui a peur d'être discriminée au sein des entreprises. Et les discriminations, on parle souvent des quartiers populaires ou de la diversité ethnique, mais le premier facteur de discrimination, ça peut être l'âge aujourd'hui. L'agisme ou le fait que l'on soit âgé, par exemple. Effectivement, et dans les écosystèmes tech, c'est souvent le cas. C'est-à-dire que des startups ne vont pas forcément vouloir embaucher des personnes de 50 ans. Pourtant, aujourd'hui, il y a un enjeu de les embaucher. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Le nouveau président, vous êtes... Merci pour votre invitation. Vous êtes à la tête de Diversity Days depuis 3 mois maintenant. Exactement. Et vous avez évidemment, on l'aura compris, beaucoup d'objectifs, beaucoup de dossiers, et notamment de pouvoir parler droit dans les yeux à ceux qui lèvent des fonds, enfin ceux qui délivrent des fonds. Merci Nadim Benlalaom, nouveau président de Diversity Days, un homme engagé et j'en suis sûr inspirant. On termine notre émission, on en a un petit peu parlé dans notre échange, avec le débat sur les retraites évidemment, et ces fenêtres sur l'emploi, et on accueille Laurent Pietraszewski, une chronique par mois, et évidemment il nous parle de ce débat sur les retraites.